premiers colloques sur ce thème du biofilm, qui est assez méconnu en France, relativement plus aux États-Unis. Je remercie d'ores et déjà le premier conférencier. Comme nous avons peu de temps, parce que nous sommes en retard, je vais présenter à chaque fois chaque conférencier. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Thierry Jouenne. Et la conséquence faisait qu'au bout de 15 jours à 3 semaines, la grande majorité des bactéries présentes dans ce conteneur n'étaient plus sous la forme planctonique, en suspension, mais adhéraient à des surfaces internes de ces citernes. On était là en 1943, il y avait à l'époque d'autres préoccupations que de s'intéresser aux biofilms bactériens, et je dirais que cette remarque, ces travaux sont restés relativement anecdotiques, à peu près une vingtaine d'années. Jusqu'aux travaux de ces deux personnes. Le premier d'entre eux, le cow-boy, c'est William Charaki, c'était un Américain, décédé en 1992, et c'est lui qui a vraiment impulsé les travaux sur les biofilms bactériens. À son décès, c'est un autre William, mais c'est aussi un Canadien, William Costerton, qui a repris le flambeau, et c'est vraiment sous l'impulsion de cette équipe de William Costerton que, je dirais, l'étude sur les biofilms a connu un essor extrêmement important. William Costerton a été, je dirais, le fondateur du premier centre sur les biofilms que vous voyez ici en haut à droite, qui est localisé dans les Rocheuses, dans le Montana. Vous avez ici à droite donc le nombre en fait de papiers, et vous voyez donc ce nombre croissant de papiers lorsqu'on met simplement un tag sur la base PubMed, le simple nom biofilm en tant que soit titre ou résumé. Alors, vous trouverez dans la littérature un très grand nombre de définitions concernant les biofilms. J'en ai ici répertorié un certain nombre. La première d'entre elles, en 1978, c'est donc une définition par William Costerton qui définissait les biofilms comme une matrice biopolymère encapsulant une population bactérienne adhérant entre elles et ou sur une surface. Justement, la deuxième définition est de William Charaki, où là, il définissait le biofilm comme une association de micro-organismes qui étaient inclus dans une matrice d'exopolymères qui était généralement attachée à la surface de toutes sortes de matériaux, tels que les métaux, les plastiques, les particules, les sols et les tissus. Vous voyez qu'une différence majeure entre ces deux définitions, c'est qu'on est passé dans un premier terme à une population bactérienne, au terme de micro-organismes. On sait en effet aujourd'hui que tous les micro-organismes, bactéries, levures, mais également virus, sont capables de former des biofilms. La troisième définition est celle de Bosch-Giraud, qui définit un biofilm comme une structure très organisée, avec de nombreuses communications intercellulaires pour assurer un équilibre et un mode de vie coopératif. On voit ici des mots importants, communication intercellulaire, et également ce mode de vie coopératif qui est extrêmement important dans le mode de vie sessile. La dernière définition ici en 2006, pour un biofilm, le biofilm est ici défini comme un ensemble de microcolonies entourées de matrices hautement hydratées, anioniques et constituées d'exopolysaccharides. Des éléments également extrêmement importants, donc une matrice d'exopolymères, essentiellement des exopolysaccharides, mais pas que. Également la matrice, bien sûr, des sucres, mais également des lipides, de l'ADN, par exemple. Et puis une matrice qui est chargée, et qui est donc effectivement généralement anionique. La dernière définition, eh bien, c'est une définition moi, que je donne très souvent à mes étudiants. Pour définir un biofilm, je définis un biofilm comme un consortium de micro-organismes qui sont auto-assemblés, qui sont localisés à une interface. On sait en effet qu'on peut avoir des biofilms, bien sûr, une interface solide-liquide, c'est les premiers biofilms qui ont été mis en évidence, mais on peut très bien avoir des biofilms qui vont se développer sur des interfaces, par exemple liquide-air, à la surface de liquide. Vous avez ici à gauche un biofilm de staphylocoque doré sur une prothèse aortique. On voit très bien ici donc non seulement les cocines, mais également les exopolymères qui sont produits, c'est les petites boules que l'on voit ici. Ces exopolymères qui forment de véritables pompes, une glue, à la surface, donc sur la surface de ce ballon. Et puis à droite, vous avez ici un biofilm d'Acinetobacter baumannii, à une interface qui est une interface RO. On voit très bien ici le cocobacille, mais également les pili, qu'on voit très bien ici, et qui forment une véritable architecture qui permet une résistance mécanique à ce biofilm à la surface du liquide. Alors ces biofilms, ils sont omniprésents. On va les retrouver, je dirais, partout. Ils vont servir de réservoir pour le développement et la dissémination des agents pathogènes. Ils sont en effet observés sur la quasi-totalité des surfaces solides exposées à un environnement humide.
Et donc, ces bactéries possèdent la capacité, et tous ces micro-organismes, d'adhérer sur de nombreuses surfaces. Vous avez ici quelques exemples. Bien sûr, ici, un macrofouling marin, qui est bien connu des gens qui font du bateau. On va le retrouver également au niveau d'un certain nombre de pathologies, comme les optiques, les pneumonies, les endocardites, j'y reviendrai, au niveau des plaies également, des plaies profondes, des escarres, par exemple. Et puis, on va les retrouver également dans le domaine industriel, au niveau de la biocorrosion. Le coût de la biocorrosion en France, actuellement, c'est 2,5 milliards d'euros, donc essentiellement lié donc, à la présence de ces biofilms. Vous avez ici à droite également un très beau biofilm, c'était ici un gonocoque sur le fil d'un stérile. Alors, il faut savoir que cette notion de biofilm, elle n'est pas née avec notre société moderne. On retrouve en fait dans certaines archives quelques informations sur les biofilms, entre autres sur un papyrus qui date de 412 avant Jésus-Christ, où il est décrit pour la première fois donc, que les Égyptiens étaient confrontés à ce problème de fouling sur le bateau qui naviguait sur la mer Rouge. Et ils combattaient ce fouling marin par un mélange d'huile d'olive bien sûr, qui était enrichi en arsenic et en soufre, de façon à éliminer donc, la colonisation des coques et des navires. Et Christophe Colomb lui-même était, je dirais, confronté à ce problème de macrofouling, puisque dans ses carnets de bord, on peut retrouver justement quelques remarques, et que pour décourager ce qu'il appelait la colonisation par les berniques, eh bien, il utilisait, je dirais, un mélange de soufre et de vase, et il enduisait donc la coque de ses bateaux pour justement dissuader les micro-organismes, et donc ensuite les crustacés d'adhérer sur cette coque. Alors, si on parle beaucoup des biofilms, c'est qu'une des caractéristiques majeures, principales même de ces biofilms, est leur très forte résistance aux inhibiteurs. Vous avez ici un biofilm de staphylocoque doré traité à la vericilline, et donc ces biofilms que vous voyez ici là à gauche ont été ensuite colorés par deux sondes, une sonde fluorescente verte, qu'on appelle le cytoneuve, qui permet de colorer les bactéries dites vivantes, la notion de viabilité reposant là sur une intégrité de la paroi bactérienne. Les bactéries mortes, dites mortes, donc fortement altérées, étant colorées en rouge. Vous avez sur la gauche, ici un biofilm, le biofilm contrôle, donc sans traitement. On voit très bien que la quasi-totalité des bactéries fluorescent en vert. Très peu de bactéries fluorescent ici en rouge. L'information principale, c'est que quand on va traiter ce biofilm ici avec cette pénicilline, eh bien, on retrouve en majorité une très forte coloration verte, montrant en fait que les bactéries sont complètement insensibles à ce traitement antibiotique lorsqu'elles sont organisées en biofilm. C'est ce qu'on voit également sur ce histogramme qui est localisé, donc ici à droite, avec le contrôle ici, dit le planctonique et le biofilm, et donc la population bactérienne ici en mode planctonique, et donc qui montre l'efficacité effectivement de l'antibiotique sur ces bactéries en suspension, mais une très forte résistance des bactéries organisées en biofilm, c'est ce qu'on voit ici en violet sur la droite. Alors cette infection cellulaire à biofilm est souvent consécutive en fait à un premier épisode infectieux qui va survenir chez des patients souvent, je dirais, présentant un terrain favorable, typiquement souvent immunodéprimés par exemple. Alors je vous ai mis ici une liste vraiment très très partielle de certaines infections qu'on sait associer directement à la présence d'un biofilm. On va retrouver ces biofilms associés donc, à un certain nombre de bronchites chroniques par exemple, et en particulier dans le cas de la mucoviscidose, on va retrouver souvent des biofilms essentiellement à Pseudomonas aeruginosa, un tout petit peu à Staphylocoque doré. Ces biofilms sont bien sûr aussi directement appliqués dans les caries dentaires via la plaque dentaire qui n'est ni plus ni moins qu'un énorme biofilm, constitué actuellement dont on sait qu'elle est constituée de plus de 500 espèces bactériennes. On va les retrouver bien sûr sur tout ce qui est plaie chronique, avec une forte présence des staphylocoques, dans également les cystites, les pyélonéphrite, les endocardites également. On va les retrouver dans les kératites, mais également les péritonites, prostatites, sinusites, etc. Avec donc, vous voyez, un très grand nombre de micro-organismes, de bactéries impliquées, aussi bien des bactéries gram-positives que des bactéries gram-négatives. On sait aussi qu'il y a un lien aujourd'hui entre les biofilms bactériens et le cancer colorectal. On ne sait pas en fait si c'est une cause ou un effet. Néanmoins, il a été mis en évidence une corrélation entre la présence d'un biofilm
et la diminution de production du cadavérique par des cellules épithéliales, et donc la forte présence de biofilms surtout sur des intestins qui étaient donc victimes d'un cancer colorectal. C'est ce qu'on voit ici. Ici, les bactéries fluorescent en rouge, puisque leur ADN a été coloré. Et donc, vous voyez ici, par exemple, ici, un intestin, je dirais, présentant une tumeur colorectale. On voit très bien ici la présence énorme de ce biofilm qu'on ne va pas retrouver ici, par exemple, sur un intestin qui est sain. Donc, actuellement, on a pu mettre en évidence, effectivement, une corrélation entre ce cancer colorectal et donc la présence d'un biofilm. On sait également qu'il y a un lien entre la présence de biofilms et la maladie de Crohn. On a également ainsi pu mettre en évidence une augmentation du nombre d'Escherichia coli, de Serratia marcescens et de Candida tropicalis chez les patients atteints de la maladie de Crohn. C'est ce que vous voyez ici sur cette figure, avec donc en bleu la présence donc, de ces micro-organismes chez les patients atteints de la maladie de Crohn, et donc en grisé, donc la présence de ces micro-organismes chez les patients qui ne le sont pas. Et vous voyez que donc on va retrouver effectivement l'Escherichia coli vraiment exprimée de façon extrêmement importante, très, très présente chez les patients qui sont malades. Ici, on va également retrouver la Serratia marcescens également de façon assez spécifique, et également donc le Candida tropicalis. Il a pu mettre en évidence donc, au laboratoire que ces trois micro-organismes étaient capables de travailler en synergie et de former un biofilm très adhérent sur un épithélium intestinal. Bien sûr, les biofilms sont également connus pour être fortement impliqués dans toutes les infections prothétiques. Vous en avez ici une liste partielle. Donc, ils vont être impliqués dans toutes les infections des cathéters vénocentraux, des pacemakers, des prothèses orthopédiques, sondes d'intubation, sondes urinaires, stérilés, sutures, valves aortiques, tubes de ventilation. Bien sûr, aussi la problématique à lentille de contact, qui est directement un problème de développement de biofilms sur ces lentilles de contact. Vous voyez ici également le grand nombre d'espèces bactériennes qui sont impliquées, avec bien sûr une forte présence du staphylocoque epidermidis ou aureus, mais également de l'Escherichia coli, l'Acinetobacter baumannii, qui est un pathogène opportuniste qu'on voit reconnaître de plus en plus souvent, et en particulier sous la forme de biofilms, puisque c'est un micro-organisme qui adhère extrêmement bien et qui résiste à la dessiccation. Une simple étape que j'ai résumée ici. Vous avez ici en bleu donc, un support, et donc lors de la formation du biofilm, eh bien, il va y avoir dans un premier temps ici une adhésion réversible de ces micro-organismes qui vont rentrer en contact avec cette surface. Ils vont rentrer en contact généralement de deux manières, soit de façon complètement aléatoire, soit effectivement également par chimiotactisme, puisque cette surface va avoir tendance à accumuler les macromolécules, protéines, sucres, etc. Et donc automatiquement les micro-organismes vont être attirés par cette surface et remonter en fait d'une certaine manière le gradient. On est là dans une adhésion réversible, c'est à ce stade que les bactéries sont encore capables de quitter cette surface. Entrent en jeu ici des forces faibles, des forces électrostatiques, mais également l'hydrophobicité de surface et la rugosité de la surface. La deuxième étape est une étape qu'on appelle irréversible, c'est-à-dire que les micro-organismes vont se fixer de façon irréversible sur cette interface, sur cette surface, en produisant un certain nombre d'exopolymères qui vont agir d'une certaine manière comme une glue, et en produisant un certain nombre d'impadices, en particulier les fimbriers, les thymidopilides de type 4, et j'y reviendrai. La troisième étape est la formation de la microcolonie, de microcolonies, c'est-à-dire que le biofilm va là atteindre, je dirais, une structure tridimensionnelle. Il n'aura plus un biofilm simplement en X et Y, mais également en Z. Et donc, ce biofilm va acquérir une certaine épaisseur avec le développement, bien sûr, de microcolonies, mais également donc une forte production de la matrice polymère. L'étape 4, c'est la formation vraiment de ce biofilm, c'est ce qu'on appelle la maturation de ce biofilm. Vous avez ici un biofilm qu'on dit souvent en champignon, en mushroom. C'est un biofilm typique de Pseudomonas aeruginosa, mais qui ne concerne vraiment que cette espèce bactérienne. On a des fois des biofilms de toutes formes, et donc il ne faut pas simplement toujours donner cette forme de mushroom, attribuer cette forme de mushroom au biofilm bactérien. Et enfin, donc, la cinquième étape, c'était une étape qu'on appelle le détachement. Le
détachement cellulaire, c'est-à-dire qu'un certain nombre de bactéries vont quitter ce biofilm sous la forme, je dirais, d'esquamation. Les anglo-saxons, dans un premier temps, ont appelé cette forme de détachement le sloughing étant la mue du serpent. Et donc ça caractérise bien ce qui est, je dirais, cette phase 5 de la formation du biofilm, donc un détachement cellulaire, avec un certain nombre de bactéries qui vont quitter donc, cette surface, repasser en milieu planctonique, et peut-être aller coloniser donc une autre surface. Vous avez aujourd'hui ici le mode de vie un peu d'une bactérie, est-ce qu'on se l'accorde aujourd'hui à le donner, avec donc majoritairement une vie, je dirais, qui est associée à une surface, et une vie qui est transitoire, une vie planctonique transitoire qui permet à la bactérie de quitter une surface et d'aller recoloniser un peu plus loin une autre surface. Alors, je vous parlais des appendices, etc., et de l'importance de ces appendices dans la formation du biofilm. Ceci, ce sont les travaux de Karen Sauer, qui datent à peu près maintenant qui datent de 2001. Karen Sauer s'était intéressée à l'expression d'un certain nombre d'appendices bactériens chez Pseudomonas butida, et donc elle a comparé l'expression de ces appendices bactériens en mode planctonique et en mode biofilm. Et donc, elle s'est intéressée entre autres aux flagelles, donc via la protéine flagelline, qui est le constituant majoritaire des flagelles, et également la piline, qui est donc une autre protéine constituant majoritaire des pilines, entre autres des pilines de type 4. Vous avez ici une étude en Western blot, donc avec deux anticorps, l'un dirigé contre la flagelline et l'autre contre la piline. Et donc l'expression de ces deux protéines, en mode planctonique, c'est ce qu'on voit ici dans la première colonne, ici, qui montre qu'en mode planctonique, eh bien, effectivement, la bactérie possède très bien ses flagelles, puisqu'elle exprime cette flagelline, donc on a effectivement ici une mobilité sous forme de nage. Le résultat a été intéressant, c'est qu'en mode biofilm, c'est ce qu'on voit ici à 12 heures et un jour, eh bien, la bactérie n'exprime plus du tout cette flagelline, puisque ces flagelles, en fait, sont devenues inutiles, puisque la bactérie étant sur une surface, le mode de nage, je dirais, lui est devenu complètement inutile. Et donc, de façon tout à fait naturelle, la bactérie n'exprime plus cette protéine. Les résultats qui étaient, je dirais, intéressants également au niveau de cette étude, c'est que Karen Sauer avait pu mettre en évidence qu'au bout d'un jour et 3 jours, donc sur des biofilms extrêmement matures, eh bien, il y avait de nouveau synthèse de la flagelline par les bactéries. Donc, cette étape, enfin, cette surproduction, cette production nouvelle de flagelline correspondait probablement à l'étape de détachement, c'est-à-dire que quand les bactéries vont quitter ce biofilm, eh bien, une des premières choses qu'elles font, c'est de produire de nouveau cette flagelline, de façon à synthétiser de nouveau le flagelle et d'être de nouveau, je dirais, capable de de se mouvoir dans le milieu aquatique. Au niveau de la piline, eh bien, elle avait pu mettre en évidence, Karen Sauer, c'est ce qu'on voit en bas, c'est qu'en mode planctonique, eh bien, les pili étaient très peu exprimés. Par contre, vous voyez qu'en mode biofilm, elle avait pu mettre en évidence une surproduction de la piline, donc des pili, et entre autres des pili de type 4, dès que la bactérie adhérait sur une surface. Ces pili vont permettre en effet à la bactérie de se fixer, de s'ancrer un peu sur cette surface de façon irréversible. Et donc, je dirais, je donne toujours cet exemple, on a véritablement comme des encres qui permettent à cette bactérie de se fixer sur cette surface. Ce rôle des flagelles, eh bien, à Rouen, on a pu le mettre en évidence, entre autres, par exemple, ici, avec une bactérie qui s'appelle Yersinia leukeri, qui est un pathogène. On avait pu mettre en évidence que les bactéries environnementales, issues directement de pisciculture, présentaient une très forte capacité d'adhésion par rapport à des souches de collection. C'est ce qu'on voit ici sur ce tableau, puisque vous avez ici une souche de collection américaine, la TCC, avec ici, je dirais, l'adhésion bactérienne sur 15 jours, et ici, le même résultat avec une souche environnementale. Vous voyez qu'à peu près, la souche environnementale adhérait à peu près 100 fois plus vite que la souche de collection. Et on avait pu relier cette capacité adhésive, et bien justement, à une très forte motilité des souches. C'est ce que vous voyez ensuite ici à gauche, avec des tests ici sur une gérosmol, avec une piqûre centrale, qui montre effectivement que, comparativement à la souche de collection qu'on a ici, eh bien, les 3 souches ici environnementales présentaient une très forte mobilité comparativement. Et puis donc, on a pu relier effectivement cette très forte mobilité eh bien, à une surproduction des flagelles par ces 3 souches environnementales. C'est ce que vous voyez ici sur ces électrophorèses unidimensionnelles, où on a pu mettre en évidence que sur les 3 souches environnementales qui sont ici, on avait ici l'accumulation d'un certain nombre de protéines qu'on voit ici, qu'on voyait très peu ici,
qu'on a pu identifier comme étant la flagelline. Et donc on avait pu ainsi reconstituer l'histoire avec une adaptation des souches environnementales, donc qui leur permettait effectivement de nager beaucoup mieux que les souches classiques de collection et d'adhérer surtout beaucoup mieux sur les différents types de supports qu'elles pouvaient retrouver dans l'environnement. C'est le mode de vie sessile, donc en en biofilm, et s'accompagne également généralement d'une baisse de la virulence des bactéries adhérentes. Vous avez ici des résultats au niveau de la capacité d'un certain nombre de souches à induire une infection chronique. Des souches qui ont toutes ici, pour centaines, toutes été mutées sur un certain nombre de gènes, des gènes impliqués chez Pseudomonas aeruginosa dans ce qu'on appelle la virulence. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est sur ce histogramme avec les histogrammes noirs ici. Vous avez ici la souche témoin qui était une souche qui était la PAO1, qui montre effectivement que cette souche induit très peu d'infections chroniques chez la souris. Par contre, vous voyez que surtout toutes les souches qui étaient mutées au niveau des gènes de virulence, eh bien effectivement, toutes ces souches avaient acquis une très forte capacité à induire une infection chronique et donc un mode biofilm dans les poumons des souris. Ceci s'accompagnait également avec une diminution de la cléarance. Alors, différentes hypothèses ont été bien sûr avancées pour expliquer cette résistance des bactéries ou des biofilms aux différents traitements. Je dis différents traitements parce que ça ne concerne pas uniquement les antibiotiques. Et la première hypothèse est une hypothèse qu'on appelle physico-chimique. En fait, c'est une hypothèse physico-chimique qui sous-entend qu'il y aurait au sein du biofilm une limitation de la diffusion, entre autres les diffusions de l'antibiotique. En effet, la différence majeure entre le mode de vie sessile et le mode de vie planctonique, c'est bien sûr la présence de la matrice d'exopolymère. Néanmoins, on s'est aperçu très rapidement que cette hypothèse était fortement dépendante des antibiotiques. En effet, on a des antibiotiques qui diffusent bien sûr très mal au sein des biofilms, mais d'autres qui diffusent, je dirais, relativement bien au sein des biofilms, et pourtant, je dirais, les biofilms en question sont toujours résistants à la molécule. Donc très rapidement a émergé une autre théorie, une nouvelle théorie qui s'est ajoutée en fait, à la théorie physico-chimique, qui est une hypothèse plus physiologique, qui sous-entend que les micro-organismes au sein de ces biofilms ont développé un phénotype tout à fait particulier qu'on appelle le phénotype résistant. Cette notion de phénotype résistant est apparue dans la littérature au début des années 2000, entre autres dans un papier de Drenkart et Zubel qui a été publié dans la revue Nature. Alors cette figure-là vous montre en fait la très bonne diffusion d'un antibiotique dans un biofilm, et entre autres cet antibiotique était ici la vancomycine, et c'était un biofilm de staphylocoque doré. Cet antibiotique a été ici marqué par une sonde fluorescente verte. Vous avez ici, donc dans ces différents rectangles, le temps, 0, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Vous avez ici en haut le top, la base, donc le haut du biofilm et le bas du biofilm. Et vous voyez très bien qu'au fur et à mesure au cours du temps, eh bien, cette molécule, donc la vancomycine, diffuse au sein du biofilm, et au bout d'une heure, quasiment, cette vancomycine irrigue complètement, je dirais, l'intérieur, tout le biofilm. Et pourtant, ce biofilm était toujours résistant à la vancomycine, malgré la présence de la molécule. Alors, on s'accorde aujourd'hui pour affirmer que cette résistance bactérienne au sein des biofilms est multiparamétrique. Elle va impliquer entre autres la création de micro-environnements au sein de ce biofilm. Ces micro-environnements qu'on peut localiser surtout sur les zones profondes vont altérer l'activité d'un certain nombre d'antibiotiques. Entre autres, par exemple, on peut penser aux bêta-lactamines avec des taux de croissance extrêmement faibles, les aminoglycosides également, dans des zones, des niches extrêmement anaérobies. D'autre part, on sait que ce sont les couches externes, bien sûr, du biofilm, qui vont être majoritairement altérées, et donc les couches profondes vont être extrêmement préservées de ces agressions externes. On sait également que les cellules en profondeur vont initier donc, des mécanismes d'adaptation tout à fait particuliers, vont surexprimer un certain nombre de protéines de choc par exemple, vont développer un certain nombre de mécanismes tout à fait particuliers également, qui vont leur conférer donc une résistance à ces molécules. Et enfin, vont se développer également au sein de ces structures des cellules qu'on appelle des persisteurs, qui sont des cellules qui sont, je dirais, toujours présentes,
en faible nombre dans les cultures planctoniques, mais dont la proportion va être extrêmement augmentée dans les biofilms. Alors ce qu'on sait également, c'est qu'au sein des biofilms, et bien, en contact avec un antibiotique, il va y avoir également une très forte production d'un certain nombre d'exopolymères, j'en ai déjà parlé, comme ici l'alginate. Sur cette figure, vous avez ici en A, donc la production d'alginate par la souche PA1. Vous voyez que la souche PA1 de Pseudomonas aeruginosa ne produit très peu d'alginate. Ici, l'alginate a été marquée par une concanaviline A, qui est une lectine, qui est donc ici fluorescente. Vous avez ici un autre témoin, ici à droite, qui est un variant de Pseudomonas aeruginosa qui surproduit l'alginate. Et vous voyez très bien qu'on voit très bien cet exopolymère coloré ici en vert. Et puis, tout en bas, vous avez en C ici un biofilm de cette souche PA1 qui a été traité avec une concentration sous-inhibitrice d'imipenem pendant 18 heures. On voit ici donc, que cette souche, qui produit très peu d'alginate, eh bien, en présence de ce carbapénem, va donc commencer à produire de l'alginate. Et donc, quand on voit ici cette figure qui a été ici prise après 37 heures de traitement, et on voit très bien que ce biofilm donc, surproduit là, énormément d'alginate en présence de l'antibiotique. Une autre caractéristique de certains antibiotiques, c'est de produire un certain nombre de bêta-lactamases au sein de ces biofilms. Ici, par exemple, donc, on a simplement un gène, qui est le gène AMPC, qui a été marqué par une sonde fluorescente, qui est la sonde de la GFP, une fluorescente protéine, et qui montre effectivement qu'un biofilm donc, de Pseudomonas ici, qui est exposé à 100 microgrammes par ml de ceftazidime pendant 4 heures, va surproduire un certain nombre de molécules comme les bêta-lactamases. Ces bêta-lactamases, qu'on voit ici, colorées, ici en vert, en rouge, et a été colorée simplement ici la biomasse. Et ce biofilm était justement extrêmement résistant donc, à la ceftazidime, utilisé ici à 10 fois la CMI, c'est ce qu'on voit sur la figure ici tout en bas. Vous avez ici le contrôle, avec toujours le cyto9 utilisé ou l'iodure de propylium. Comme vous voyez sur le contrôle, toutes les bactéries fluorescent en vert, montrant effectivement une très forte viabilité. Le résultat extrêmement intéressant, c'est qu'en présence de 10 fois la CMI en ceftazidime, eh bien, on a exactement la même coloration, et donc cet antibiotique est complètement inefficace sur ce biofilm de Pseudomonas aeruginosa. A également été mis en évidence l'importance justement de la communication cellulaire qu'on appelle le quorum sensing. Vous avez ici un traitement à la tobramycine avec 10 et 20 microgrammes par ml d'une souche qui a été mutée sur deux gènes, le gène LAS, le gène RHL, qui sont deux gènes extrêmement importants dans la communication cellulaire, le quorum sensing, chez Pseudomonas aeruginosa. Donc vous avez ici à gauche les contrôles, ici la souche sauvage, ici la souche mutante. Vous voyez déjà que la souche mutante produit un biofilm qui a déjà physiquement, je dirais, quelques différences par rapport au biofilm sauvage. Les résultats intéressants, c'est que quand on va effectivement traiter ce biofilm à la tobramycine, et bien sur le sauvage, vous voyez que toutes les bactéries fluorescent toujours en vert, montrant que la tobramycine est complètement inefficace sur le biofilm formé par la souche sauvage. Par contre, quand on va muter la souche sur un certain nombre de gènes comme le gène LAS ou le gène RHL, eh bien, la coloration rouge va apparaître, montrant qu'on a rendu ce biofilm sensible à la tobramycine et mettant en évidence donc que la communication cellulaire, donc le quorum sensing, est extrêmement important dans la résistance de la bactérie, donc à l'antibiotique et entre autres ici à la tobramycine. Donc, j'en ai déjà parlé, une autre caractéristique de ces biofilms, c'est de présenter donc, un très grand nombre de cellules qu'on appelle les persisteurs, qui sont des cellules qui sont dormantes, qui ne se divisent pas, qui sont fortement adaptées pour résister donc, à différents stress, donc entre l'attaque par un antibiotique. Ce phénotype persisteur est complètement réversible, c'est-à-dire que si vous remettez les bactéries en milieu planctonique, vous allez retrouver un phénotype sauvage, entre autres une susceptibilité à la molécule. Il va y avoir au sein de ces biofilms également un certain nombre de cellules qu'on appelle les SCV, les Small Colony Variants, qu'on va retrouver sur les boîtes ici. Ce sont ces petites colonies qu'on peut retrouver ici, qui correspondent donc à des bactéries qui ont un très très faible taux de croissance et qui sont extrêmement résistantes également donc, aux inhibiteurs. Généralement, il n'y a pas de réversion là, pour ces SCV du phénotype après 10 repiquages, montrant effectivement que c'est, je dirais, un phénotype
qui est, je dirais, très conservateur. On sait que la présence de ces cellules persisteurs a été associée à la résistance de ces biofilms aux antibiotiques. C'est ce qui est montré ici, entre autres, sur cette courbe qui est un peu complexe, mais que je vais présenter ici essentiellement sur ces deux courbes. Quand on va traiter un biofilm pendant 48 heures ici par la vicacine, eh bien vous voyez qu'on va avoir dans un premier temps ici une baisse importante dans les 10 heures de la population bactérienne. La baisse ici va correspondre souvent à ce qu'on appelle probablement au SCB. Et vous voyez ensuite qu'on va atteindre un plateau, et le plateau qui est ici, je dirais, qu'on voit ici, correspond en fait à la survie de ces bactéries persisteurs, donc qui survivent pendant extrêmement longtemps, donc à de très fortes concentrations d'antibiotiques. Si on remet ces cellules ensuite en mode planctonique, et qu'on fait agir par exemple l'antibiotique, c'est ce que vous allez voir ici, eh bien vous voyez que ces cellules sont extrêmement résistantes, puisque là on n'a pas du tout de décroissance du nombre de cellules par ml. Alors un certain nombre d'antibiotiques sont capables d'induire la présence de persisteurs en milieu liquide. C'est par exemple ici le cas de la mécacine. Par contre, d'autres antibiotiques ne le font pas. Par exemple, la vancomycine, ici, la vancomycine n'induit pas la présence de persisteurs. Alors, beaucoup d'équipes se sont intéressées à essayer de décortiquer ce phénotype de biofilm et à essayer de trouver des mécanismes moléculaires qui étaient spécifiquement impliqués dans la résistance des bactéries, je dirais, en biofilm. Ce sont les travaux de George O'Toole, c'est le premier système vraiment spécifiquement biofilm qui a été mis en évidence comme étant impliqué dans la résistance du Pseudomonas aeruginosa aux antibiotiques. George O'Toole avait criblé 4000 mutants, 4000 mutants sur un peu plus de 5500, 5570 de mémoire, quelque chose comme ça, chez Pseudomonas aeruginosa. Il a criblé donc ces 4000 mutants vis-à-vis de deux phénotypes. La capacité de ces mutants à former un biofilm, et d'autre part la résistance des biofilms s'ils étaient formés à certains antibiotiques, comme ici la topramycine, la gentamicine et la ciprofloxacine. À partir de ces 4000 mutants, il a trouvé un clone intéressant, qui était le clone 45E7. Vous avez ici un peu les caractéristiques de ce clone. Alors vous avez ici les concentrations minimales bactéricides P en mode planctonique, ici en mode biofilm, pour la topramycine, la gentamicine et la ciprofloxacine. Vous avez le wild type, vous voyez. Donc on peut mettre en évidence effectivement que les bactéries en biofilm, ici la CMB, sont extrêmement résistantes à l'antibiotique, puisqu'on a un rapport à peu près 50 entre la CMB planctonique et biofilm. On a le même phénomène ici pour la gentamicine et le même phénomène pour la ciprofloxacine. Donc chez les souches sauvages, on a le phénotype classique de résistance aux antibiotiques. Le résultat intéressant avec ce clone 45E7 était qu'en mode planctonique, vous voyez que la souche, ici 8,8, 40,40, 4,4, eh bien le clone avait la même sensibilité que la souche sauvage. Par contre, en mode biofilm, eh bien le clone le biofilm formé par ce clone était beaucoup plus sensible aux antibiotiques, c'est ce que vous voyez ici. La capacité de la souche sauvage et du clone à former un biofilm, et ici donc la sensibilité de la souche sauvage, avec ici ce qu'on appelle donc, probablement les persisteurs, et puis également là, ici la sensibilité de ce biofilm formé par le clone 45E7, donc qui était devenu, je dirais, sensible à la topramycine. Alors bien sûr, George O'Toole est allé voir sur quoi était muté ce clone automatiquement, et donc il a pu mettre en évidence que la mutation correspondait au gène PA1163, qui code, et vous le savez, qu'on appelait MDVD, qui code pour une glucoside transférase, qu'on pensait fortement impliqué dans un premier temps dans la production d'exopolymères. George O'Toole avait pu mettre en évidence que ce gène, MDVD, est spécifiquement exprimé en mode biofilm, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez ici, sur une RT-PCR, eh bien, effectivement, la mise en évidence de l'expression ici du gène et l'absence d'expression en mode planctonique. Très récemment, c'est en 2012, une équipe française, lilloise, a pu confirmer l'ensemble de ces résultats, toujours sur le Pseudomonas aeruginosa, en mettant en évidence, chez le biofilm, eh bien, une expression de ce gène, c'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez ici, en mode biofilm, l'expression aussi du gène et son absence d'expression, par exemple, en mode planctonique. De même, il a relié également l'expression de ce gène
à la résistance à la topramycine et à la ciprofloxacine, c'est ce que vous voyez ici, sur une autre souche qui est la souche PA14. Vous avez la CMB en mode planctonique vis-à-vis de la topramycine, ici en CMB en mode biofilm, même chose pour la ciprofloxacine, ceci ici pour la souche sauvage, et vous voyez que sur la souche mutée sur le gène DVB, effectivement, on restaure d'une certaine manière la sensibilité aux deux antibiotiques, la topramycine et la ciprofloxacine. C'était vraiment la mise en évidence donc que ce gène était directement impliqué dans la résistance à la topramycine et à la ciprofloxacine des Pseudomonas aeruginosa lorsqu'il était cultivé en biofilm, et que l'expression de ce gène est vraiment biofilm spécifique, puisque ce gène n'est absolument pas exprimé par les bactéries en mode planctonique. Et donc l'hypothèse en fait qu'a avancé George O'Toole, c'était que ce gène MDVB était impliqué en fait dans l'accumulation de petits polymères de sucre cycliques au sein du périplasme. Ces petits polymères de sucre sont produits au niveau du cytoplasme, sont transférés au niveau du périplasme justement par cette protéine MDVB. Et l'hypothèse de George O'Toole est que ces petits polymères vont s'accumuler dans le périplasme et venir séquestrer, à l'instar un peu des cyclodextrines, les molécules d'aminosides qui vont donc pénétrer au sein de la bactérie. La cible étant cytoplasmique, puisque c'est au niveau d'ARN, 16S, eh bien ces aminosides deviennent, je dirais, complètement inefficaces sur les bactéries lorsque ces petits polymères de sucre s'accumulent dans l'espace périplasmique. Alors, une question qui s'est très rapidement aussi posée aux différentes éthiques, c'était comment une bactérie est-elle capable de sentir d'une certaine manière une interface, une surface, comment c'est-elle qu'elle est en contact avec une surface. Et donc très rapidement ont été impliqués un certain nombre de systèmes, et entre autres les systèmes à deux composants qu'on appelle également les TCS, pour, aboutir à une notion qui s'appelle le surface sensing. Et entre autres, cette notion est apparue dans les travaux de Thomas Silavi, qui travaille donc à Princeton. Thomas Silavi a pu mettre en évidence que un des systèmes, un des TCS d'Escherichia coli était très rapidement, surexprimé en mode biofilm. C'est les travaux que vous voyez ici sur la droite, qui ont pu mettre en évidence donc, une induction très rapide de la transcription du système CPX dès les premiers instants de l'adhésion d'Escherichia coli. C'est ce que vous voyez ici. Vous voyez ici, en mode planctonique, une expression basale du système CPX. Les résultats extrêmement intéressants de Thomas Silavi, c'était une surexpression très rapide, une transcription très rapide du système, ici, dès que la bactérie a adhéré sur une surface. Quand je dis très rapide, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, donc en abscisse, la légende, puisque ici, vous voyez, on est à 1 heure, ici 30 minutes, et donc on peut dire que dès les premières minutes d'adhésion, le système CPX et l'Escherichia coli est complètement mobilisé et surexprimé. Alors, ce système CPX est donc, comme je l'ai dit, un système à deux composants. Un système à deux composants, je l'ai ici schématisé, c'est un système qui va impliquer deux protéines. La première protéine est ce qu'on appelle un senseur kinase. C'est une protéine généralement de surface qui est capable d'autophosphorylation. Cette protéine, sous l'impulsion d'un signal, d'un stimulus, va donc s'autophosphoryler et puis ensuite transmettre cette phosphorylation à une deuxième protéine qu'on appelle le régulateur. Et c'est cette deuxième protéine de régulation qui ensuite, du fait de devenir phosphorylée, va passer d'un état, inactif à un état actif, et donc va être capable ensuite d'induire une cascade métabolique en réponse donc au stimulus. C'est ce que vous avez ici schématisé ici, c'est-à-dire que vous avez donc au départ le stimulus, la détection, l'autophosphorylation du senseur, le passage ensuite de cette phosphorylation à un domaine récepteur de la protéine de régulation, qui va devenir donc active et induire donc une cascade métabolique en réponse donc au stimulus qui avait été, capté par la protéine signal. On a donc ici le mécanisme d'adaptation de la bactérie et la réponse, de la bactérie à un stimulus extérieur. Alors on sait aujourd'hui qu'un grand nombre de systèmes à deux composants sont impliqués directement dans le phénotype de la formation du biofilm, et entre autres, j'en ai ici, vous
vous en ai ici montré un certain nombre, chez Pseudomonas aeruginosa. On sait qu'un certain nombre de ces systèmes à deux composants, ici, sont impliqués entre autres dans la production d'un certain nombre d'alpha-10. Je vous ai dit que les alpha-10 étaient extrêmement importants dans l'adhésion bactérienne. Entre autres, donc, le système PIL-L, le système donc, PIL-S, PIL-R, impliqué dans la production des pili de type 4. On va également avoir le système ROC, qui est impliqué dans la production des fimbriers de type CUP, également, CUP A, CUP D, CUP E, etc. On sait également qu'un certain nombre de systèmes à deux composants sont directement impliqués dans les infections chroniques et les infections aiguës. Et entre autres, c'est le cas ici à droite du système GAC, qu'on sait contrôler et qu'on sait être extrêmement important, je dirais, dans le switch entre l'infection aiguë et l'infection chronique. Se contrôle par ce système à deux composants, passant entre autres par un certain nombre de petites ARN qui vont moduler ici l'expression de cet ARN RSMA, et c'est l'expression de ce petit ARN qui va faire en sorte que la bactérie va switcher soit vers la motilité et donc l'infection aiguë, soit effectivement vers la production d'exopolymères et donc automatiquement donc la production de biofilms. Un autre élément extrêmement important dans ce switch entre l'infection chronique et l'infection aiguë, c'est le diguanoside monophosphate, qu'on appelle plus généralement le CIT-GMP. Donc vous avez ici la structure, et on sait en fait que c'est, entre autres, la concentration de cette petite molécule qui va faire en sorte que la bactérie va switcher soit vers le mode infection aiguë, soit vers l'infection chronique. Donc c'est la concentration intracellulaire de ce CIT-GMP qui fait que si vous avez une accumulation de CIT-GMP, la bactérie va passer vers l'infection chronique et donc la formation du biofilm. Si vous avez une diminution de CIT-GMP intracellulaire, eh bien la bactérie va passer plutôt vers la mobilité, le swimming, le swarming, le twitching, et également va accumuler, donc va surproduire des facteurs de virulence. On sait aujourd'hui que cette concentration en CIT-GMP est modulée par deux enzymes, deux activités enzymatiques. Une première d'entre elles qui est la diguanylate cyclase. Ce diguanylate cyclase correspond à un motif consensus au niveau de la séquence en acide aminé qui est GGDEF, et la dégradation de ces cyclines GMP va induire une autre activité enzymatique qui s'appelle la phosphodiestérase, qui elle présente un motif consensus au niveau de la séquence en acide aminé qui est EAL. Et c'est donc l'expression de ces deux activités enzymatiques, phosphodiestérase, diguanylate cyclase, qui va moduler donc la concentration d'acide DGMP et qui va faire en sorte donc que la bactérie soit passe vers la virulence, la motilité, soit plutôt vers l'infection chronique, la formation du biofilm et la résistance. Autre information importante, c'est qu'on a pu mettre en évidence qu'un certain nombre de systèmes à deux composants, dont je vous ai décrit tout à l'heure, possèdent ces activités, soit phosphodiestérase ou diguanylate cyclase. Vous en avez ici deux exemples, avec le système WSPR de Pseudomonas aeruginosa, qui possède une activité diguanylate cyclase, avec un motif GGDEF sur la protéine de régulation, et puis un autre système à deux composants que le système ROC, que je vous avais déjà décrit, qui lui possède une activité phosphodiestérase au niveau de sa protéine de régulation. Et donc ces deux systèmes à deux composants, déjà par eux-mêmes, sont capables d'aller moduler la concentration cyclique d'IgM en réponse à un stimulus extérieur. On en arrive donc à ces deux modes de vie que j'ai schématisés ici. Un mode de vie nomade que j'ai schématisé à gauche, le mode de vie planctonique qui correspond donc à un phénotype très mobile, généralement des bactéries qui vont être extrêmement virulentes, agressives, mais en fait extrêmement vulnérables également. Et vous aurez donc sur la droite cet autre mode, le mode de vie biofilm, avec des bactéries retranchées dans cette matrice d'exopolymères, extrêmement résistantes bien sûr aux agressions externes, mais beaucoup moins agressives, plus sous-exprimant les facteurs de virulence. Alors comment lutter contre ces biofilms? Très rapidement, eh bien, on peut agir à trois niveaux. Le premier niveau, c'est bien sûr prévenir la formation de ce biofilm par les bonnes pratiques. Le deuxième niveau, l'élaboration de matériaux antibiofilms. Pour cela, il y a actuellement deux stratégies. Soit limiter l'adhésion des bactéries en développement de ce qu'on appelle des matériaux anti-adhésifs. On va jouer alors là sur la rugosité, l'énergie de surface.
On va développer également des molécules greffer des molécules anti-adhésives comme extrêmement hydrophiles, comme les PEG par exemple. Ou l'autre stratégie, c'est de développer des surfaces dites biocides en greffant, en immobilisant de différentes matières, des inhibiteurs, des sels d'ammonium quaternaire, des sels d'argent, des antibiotiques, etc. Et en fait, enfin, le dernier niveau, eh bien, c'est directement la recherche de nouvelles molécules, de molécules antibiophiles. Très rapidement, pour vous montrer, je dirais, l'importance de la prophylaxie, c'est une étude publiée en 1995 montrant l'impact, je dirais, du nettoyage des stéthoscopes chez les médecins en fonction du nombre de bactéries retrouvées sur les stéthoscopes. Eh bien, vous voyez de façon tout à fait naturelle que plus vous nettoyez votre stéthoscope, plus vous limitez l'adhésion bactérienne, avec ici une fréquence de nettoyage donc journalière, ici hebdomadaire, mensuelle, annuelle et jamais. Et vous voyez tout naturellement un lien, une corrélation entre le nettoyage du stéthoscope et la présence des micro-organismes sur celui-ci. Les surfaces adhésives, j'ai remis ici très rapidement les dogmes. Pour développer une surface anti-adhésive, eh bien, la surface doit être le plus possible. Les bactéries aiment énormément les infractuosités, toute la rugosité. Et donc, par définition, dès qu'on veut développer une surface antibiophile, on va développer une surface le plus lisse possible. On va également développer des surfaces extrêmement hydrophiles, puisque les parois, la surface bactérienne étant généralement hydrophobe, eh bien on va développer automatiquement donc des surfaces hydrophiles de façon à avoir un effet répulsif. Et puis également, le point isoélectrique d'une bactérie étant aux alentours de 2, on voit qu'à pH 7, la surface bactérienne est le plus généralement chargée négativement, et donc en conséquence, les surfaces qui sont chargées négativement sont également répulsives. Et on voit là donc les trois, je dirais, paramètres importants pour développer une surface anti-adhésive. Elle doit être le plus lisse possible, elle doit être hydrophile et elle doit être chargée majoritairement négativement. Ici, pour vous montrer ici l'impact, ce sont des travaux qu'on a réalisés sûrement donc, au début des années 2000, où on avait simplement modifié des surfaces d'or et de silice par un polysaccharide extrêmement hydrophile qu'on appelle l'ulvan, qui est extrait de ce qu'on appelle la laitue de mer, qu'on va retrouver sur les plages bretonnes ici. Et on a pu mettre en évidence eh bien, que le fait de modifier un titane ou une silice ou de l'or par ce polysaccharide rendrait ces surfaces anti-adhésives. C'est ce que vous voyez ici à gauche avec le titane. Vous avez ici le titane témoin, non traité, et ici des titanes qui ont été rendus donc extrêmement hydrophiles parce qu'on a greffé dessus ce polysaccharide. Et vous voyez que effectivement, on limite fortement l'adhésion bactérienne. C'est ce qu'on voit également ici sur ces photos prises au microscope à force atomique, puisque vous avez ici le titane nu, ici une adhésion du Pseudomonas aeruginosa. Vous voyez que sur le titane modifié, eh bien, on modifie énormément en fait, la structure du biofilm, puisque les bactéries sont incapables en fait de développer ce qu'on appelle le spreading, c'est-à-dire la mobilité sur la surface. Hein. Et donc on limite automatiquement fortement le développement du biofilm. Alors en dessous, c'est exactement le même type d'exemple, mais avec un staphylocoque. L'autre approche, j'en ai parlé, c'est de greffer directement donc des inhibiteurs. Ici, c'est un exemple que j'ai pris dans la littérature. C'est encore ici une prothèse en titane sur laquelle a été greffée la vancomycine. Généralement, on va pour greffer cette vancomycine ou ces inhibiteurs utiliser un bras ici hydrophile qui va permettre à la molécule d'avoir une certaine mobilité et donc d'interagir fortement avec les bactéries. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir à droite, vous avez ici le titane nu, non traité, avec un biofilm de staphylocoque doré qui est extrêmement ici bien formé, dans des stades ultimes. Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'effectivement, quand on va greffer cette vancomycine sur le titane, eh bien, on va fortement inhiber ici la formation du biofilm, le stade doré étant ici fluorescent ici en blanc. Enfin, dernier exemple, on est là, je dirais, plus dans des traitements en amont, c'est la recherche d'inhibiteurs de la formation du biofilm. Ceux-ci sont les travaux qu'on développe actuellement sur un certain nombre de molécules, comme ici la virstatine, qui est au départ un antibiotique anti-choléra, mais qui est également une molécule qui est pilicide, qui est inhibitrice donc, de l'expression des pili, entre autres d'un certain nombre comme les pili de type 4. Et on a pu mettre en évidence que cette virstatine possédait donc de fortes activités antibiofilms. C'est ce qu'on voit ici dans un système de microfluidique
avec ici le temps, 1 heure, 6 heures, 10 heures et 20 heures. Ici, un contrôle sans molécules. Et vous voyez qu'au bout de 20 heures, on nage ici, dans cette chambre, un très beau biofilm d'Acinetobacter baumannii. Quand on va enrichir en fait, le liquide ici en diastacine à 100 micromolaires, là, vous voyez qu'au bout de 20 heures, on a fortement diminué la capacité de l'Acinetobacter à former ce biofilm dans cette chambre. Alors on travaille actuellement sur d'autres molécules qui présentent encore des effets nettement plus spectaculaires sur cette capacité, je dirais, anti-adhésive. Même chose pour vous montrer ici cette activité ici de la verstatine qui vous montre effectivement que sans verstatine, on voit très bien ici les piliers. Qu'on voit ici, ce sont tous les petits traits qu'on voit ici autour de la bactérie. Avec de la verstatine, effectivement, ces piliers ont complètement disparu en fait. Et c'est la sous-expression de ces piliers qui font que la bactérie est devenue incapable d'interagir avec la surface. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous présente l'ensemble de l'équipe.